Pendant des siècles, l'histoire a affirmé que la civilisation avait débuté avec les premiers pharaons d'Égypte. Pourtant, les Égyptiens eux-mêmes ont laissé des écrits suggérant l'existence de mondes oubliés. 5 civilisations disparues, dont les souverains, dieux ou hommes, ont régné des dizaines de milliers d'années avant les dynasties que nous connaissons. La pierre de Palermo, une dalle gravée de noms datant d'une époque appelée le Premier Temps, recense des rois dont les règnes se sont étendus jusqu'à 2300 ans, laissant penser que l'Égypte se considérait comme la 6e héritière d'un cycle d'une ancienneté inimaginable. Si ces écrits sont authentiques, tout ce que nous croyons savoir sur l'essor de la civilisation pourrait bien être dangereusement incomplet. Quel héritage ont véritablement reçu les Égyptiens? À l'ombre des murs des temples antiques, les plus anciennes inscriptions égyptiennes murmurent de l'existence d'un monde antérieur aux pharaons. Le terme « Zepté », gravé dans le calcaire à Edfou et à Dendera, signifie « première occasion », non pas un simple mythe, mais le commencement de toute chose. Dans ces textes, les dieux eux-mêmes ne sont pas de lointaines légendes. Ce sont des souverains, des architectes et des juges qui ont façonné la vallée du Nil bien avant tout roi humain. Les murs décrivent un âge d'or où l'ordre émergea du chaos sur la butte primordiale, une île sacrée ayant survécu à un grand déluge. C'est là que les dieux établirent les lois de la nature, bâtirent les premiers temples et enseignèrent les arts de la civilisation. Le Dr Leila Saad, traductrice de renom des textes muraux de l'Ancien Empire, a consacré des décennies à décrypter ces lignes énigmatiques. Elle souligne que Zepté n'est pas un récit isolé, mais un thème récurrent qui traverse des siècles d'écrits égyptiens. Dans les textes fondateurs d'Edfou, Zepté est décrit comme le moment où les dieux émergèrent des eaux et fondèrent la première cité. Ces textes évoquent un temps immémorial où Ra, Osiris et Thoth parcouraient la terre et où les fidèles d'Horus reconstruisirent la cité après une catastrophe. Même les rituels de pharaons postérieurs comme Sétiars font écho à ces origines antiques. Ils invoquent une Zepté pour légitimer leur propre règne, prétendant renouveler le cycle qui avait commencé en cette époque lointaine. L'imagerie est vivante et précise. Des bas-reliefs représentent le monticule primordial émergeant des eaux de l'inondation, avec des fleurs de lotus et des étendards de faucons marquant l'endroit où la création a pris racine. Les inscriptions de Khombo et de Dendera mentionnent les îles des lieux bénis qui auraient survécu à la destruction ayant mis fin à l'âge des dieux. Ces textes ne traitent pas ces événements comme de simples allégories. Des dates et des listes de rois y figurent, remontant parfois à plus de 1200 ans avant les dynasties connues. La pierre Palermo, bien qu'endommagée, conserve des traces de ces ères divines clairement séparées des règnes des rois humains. Pour le Dr Saad, le langage du Zept est à la fois poétique et délibéré. Les Égyptiens se considéraient comme les héritiers d'un legs né dans un monde disparu, englouti par les eaux ou le feu. Ce sens du temps profond, mesuré en cycles et en renouveau, a façonné toute leur civilisation. La question qui demeure est de savoir si une trace de cette ère disparue peut être trouvée dans les archives matérielles ou si elle n'existe que dans la mémoire stratifiée de la pierre et des symboles. Une dalle de basalte noir usée par les intempéries et extraite des sables près de Memphis repose en silence au musée archéologique de Palermo. La pierre de Palermo, comme on l'appelle désormais, renferme l'une des plus anciennes chroniques connues de la royauté égyptienne. Sa surface, gravée de rangées de hiéroglyphes, conserve non seulement les hauts faits des premiers pharaons, mais aussi quelque chose de bien plus étrange, le récit de souverains qui, selon la pierre, ont régné bien avant la première dynastie égyptienne. Le professeur Marco Rinaldi, éminent spécialiste des annales égyptiennes, a consacré des années à retracer le parcours de la pierre, de sa découverte poussiéreuse jusqu'à sa place dans les réserves du musée. Il désigne le registre supérieur, où le texte, bien qu'altéré par l'érosion, laisse entrevoir une filiation antérieure à toute l'histoire connue. Les noms les plus anciens ne sont pas ceux d'hommes, mais d'êtres décrits comme des dieux et des esprits. Certains fragments mentionnent des souverains comme Pat et Ra. Leur règne ne se mesurait pas en décennies, mais en siècles, voire en millénaires. Ces chiffres sont stupéfiants. Un premier chapitre retrace plus de 900 ans de règne d'un seul roi divin. Un autre mentionne les disciples d'Horus comme une dynastie régnante. Les détails sont rares, mais l'intention est sans équivoque.
Pour les scribes qui les ont gravés, il ne s'agissait pas de simples légendes, mais des premières entrées des archives officielles égyptiennes. La disposition des pierres est méthodique. Chaque souverain se voit attribuer un nom, la durée de son règne, Argal, et une série d'annotations annuelles, niveau des crues du Nil, fêtes, travaux des temples. Même dans ses parties les plus endommagées, la pierre distingue ses règnes primordiaux de ceux des rois postérieurs plus connus. La frontière entre mythe et histoire s'estompe. Pourtant, les annales traitent les deux avec la même précision bureaucratique. Sur une bande conservée, le nom de Mat, déesse de l'ordre cosmique, apparaît, associé à un règne d'une durée peut-être invraisemblablement longue, bien que la durée exacte soit perdue sous l'effet de l'érosion. Rinaldi souligne que pour les anciens Égyptiens, l'inscription de ces noms était une affirmation de continuité, un pont entre un monde disparu et le présent. La provenance de la pierre de Palermo est bien documentée. Après sa découverte dans les ruines de Memphis, elle passa entre les mains de collectionneurs italiens avant d'arriver à Palermo dans les années 1870. Rien ne laisse penser à une falsification ou à une modification. Les dégâts sont dus au temps et non à la censure. Cependant, le caractère fragmentaire du registre prédynastique laisse place à de nombreuses spéculations. Les épigraphistes dénombrent jusqu'à 15 noms partiels dans la section consacrée aux divinités, tandis que certaines traditions en recensent jusqu'à 23. Les règnes, lorsqu'ils sont lisibles, sont agrégés plutôt que détaillés, ce qui laisse supposer que les compilateurs se sont appuyés sur des traditions plus anciennes, peut-être orales. Le style de la pierre, ses compartiments bien ordonnés et ses hiéroglyphes précis correspondent à ceux d'autres monuments de l'Ancien Empire, confirmant ainsi son authenticité en tant que document royal et non une invention postérieure. Ce qui distingue la pierre de Palermo, c'est son affirmation que l'âge des dieux n'était pas un royaume mythique à part, mais le véritable fondement de la royauté égyptienne. Les annales relatent ces souverains comme des faits avérés, et non comme des légendes, inscrivant ainsi le souvenir de Zépi au cœur même de l'État. Pour Rinaldi, c'est là le cœur du mystère. Pourquoi les premiers historiens égyptiens se seraient-ils donné tant de mal pour documenter une époque disparue s'ils n'y croyaient pas? La pierre témoigne silencieusement d'un monde à la limite de l'oubli, un monde dont les détails se perdent, mais dont l'ombre plane encore dans les annales royales. Dans les sanctuaires d'Abydos, où jadis l'encens flottait dans les salles obscures, les listes royales gravées dans la pierre ne commencent pas par des hommes. Elles s'ouvrent sur les noms des dieux Osiris, Horus, Thrès, présentés non comme des légendes lointaines, mais comme des souverains dont les règnes sont mesurés et consignés. Ces listes sont factuelles. Sur le mur du temple, le dieu roi Ra figure dans la lignée royale, son nom suivant la même formule que celui des pharaons ultérieurs. Ces listes ne distinguent pas le divin de l'humain par un langage mythique. Elles attribuent plutôt à ces êtres des années de règne, voire des siècles. La pierre Palermo, avec ses annotations précises, place Ptah et ses successeurs en tête de liste, leur règne s'étendant sur des centaines d'années avant l'apparition du premier roi mortel. Les prières de couronnement de l'Ancien Empire reprennent cette structure. Lorsqu'un nouveau pharaon accédait au trône, les prêtres invoquaient la lignée des rois dieux, faisant appel à leur présence comme témoins et protecteurs. Les textes parlent des Shemu, les disciples d'Horus, décrits comme des êtres semi-divins qui régnèrent après l'âge des dieux, mais avant l'âge des hommes. Leur statut est ambigu. Ni totalement immortels, ni entièrement mortels, ils occupent un espace entre les mondes. Le terme lui-même, Shamsu, est inscrit dans les mêmes colonnes que les dieux, renforçant ainsi leur rôle de véritable souverain dans la chaîne de succession. Le docteur Leila Assad, en étudiant ces listes, remarque que les Égyptiens ne traçaient pas de frontières nettes entre légendes et récits historiques. Pour eux, les dieux n'étaient pas des abstractions. C'étaient des souverains dont les actes façonnaient le pays, dont les lois régissaient encore les rituels de la royauté. Les listes royales d'Abydos et de Saqqara ne traitent pas ces figures divines et semi-divines comme des allégories. Leurs noms sont répertoriés, leur règne comptabilisé, leur place dans l'histoire affirmée. Même le terme désignant le roi Nissu est employé pour désigner des dieux dans ces registres anciens, brouillant davantage encore la distinction entre ciel et terre. Ce traitement n'est pas limité à un seul temple ni à une seule époque.
Des inscriptions de Dendera et de Kambo reprennent la même formule, énumérant Dieu, Esprit et Shamsu comme souverains légitimes. Le langage rituel du couronnement insiste sur le fait que chaque nouveau pharaon succède à ses êtres anciens, héritant non seulement d'un trône, mais aussi d'un ordre cosmique établi à Zep-Tepi. L'effet est cumulatif. Au fil des siècles, les archives officielles tissent une chaîne continue depuis l'aube de la création jusqu'au souverain actuel, chaque maillon étant sanctifié par le rituel et la mémoire. La présence de ces rois-dieux dans les listes officielles soulève une question troublante pour les scribes ultérieurs. Si les souverains divins et semi-divins sont considérés comme historiques, qu'est-ce que cela implique pour la chronologie de l'Égypte? Et pourquoi, dans certains documents postérieurs, ces figures s'estompent-elles, leur règne raccourci ou omis? Les pierres et les papyrus conservent leur nom, mais la clarté de leur statut s'estompe au fil des siècles. Pour les Égyptiens, le passé n'était pas un pays lointain. C'était un héritage vivant, inscrit dans la langue des dieux et des rois. Le docteur Nasser Hassan se tient devant le canon royal de Turin, un papyrus fragile dont les colonnes promettaient autrefois de retracer toute l'histoire égyptienne. Pourtant, là où devraient figurer les noms des plus anciens rois, le texte s'interrompt brutalement. Le papyrus est criblé de lacunes. Des lunae où noms et années de règne disparaissent, remplacés par des fibres déchirées et de l'encre qui bave sur le vide. Dans ces néants, l'histoire des origines de l'Égypte n'est pas seulement absente. Elle a été soigneusement dissimulée. De récentes images multispectrales, réalisées par le Dr Hassan et son équipe, révèlent bien plus que les traces de siècles d'usure. Sous un éclairage particulier, le papyrus révèle des traces de surimpression et de grattage dans les colonnes prédynastiques. Certaines entrées sont effacées, leurs contours à peine visibles sous une seconde couche d'encre. L'analyse révèle des changements brusques d'écriture, comme si plusieurs scribes avaient œuvré à l'harmonisation du texte. Colonne après colonne, des règnes entiers sont condensés ou effacés, laissant un intervalle de 800 ans entre les rois-dieux mentionnés et les premiers pharaons humains. Il ne s'agit pas d'une perte de temps accidentelle, mais d'une manipulation délibérée des souvenirs. Les motivations derrière ces corrections sont faciles à cerner. Les scribes ramessides, qui ont copié le canon, travaillaient à une époque obsédée par la continuité. Leur Égypte était une terre de royauté ininterrompue, où la légitimité de chaque pharaon reposait sur une filiation directe et sans équivoque avec les dieux. Le moindre signe de chaos, de dynastie disparue, ou de cycle de destruction menaçait ce récit. Les lacunes du canon de Turin ne sont pas fortuites. Elles se concentrent là où les souverains mythiques se confondent avec les rois mortels. Là où les anciens cycles d'essor et de déclin auraient compliqué l'histoire d'un Égypte éternel et unique, les découvertes du Dr Hassan remettent en question la version officielle. L'imagerie montre que ces lacunes ne sont pas seulement le résultat de la dégradation. Les surlignages et les grattages apparaissent précisément là où la chronologie devient la plus incertaine. Par endroits, le papyrus révèle de faibles traces de noms et de numéros de règne sous les corrections ultérieures. Les siècles effacés ne disparaissent pas complètement. Ils laissent derrière eux un résidu, un palum de monde perdu. Les données compilées par l'équipe de Hassan suggèrent que jusqu'à 8 siècles d'histoire prédynastique auraient été condensés ou omis, masquant ainsi un passé autrefois fragmenté. Ces découvertes soulèvent des questions troublantes. Si les listes royales officielles étaient dictées par des impératifs politiques, quelle part de l'histoire profonde de l'Égypte a été perdue par omission délibérée? Le conflit entre l'héritage mythique de Zep-Tepi et le récit impérial d'un règne ininterrompu se manifeste dans chaque nom manquant, chaque page blanche. Pour le Dr Hassan, la seule voie possible est de rechercher des preuves au-delà des textes, des traces de ces civilisations disparues que ni le pinceau ni la plume ne peuvent effacer. La quête des véritables origines de l'Égypte se déplace désormais du papyrus à la pierre, des archives écrites à la terre elle-même. Aux abords du désert occidental, des rangées de pierres antiques émergent du sable, silencieuses et majestueuses. Le site de Nabta, datant de près de 700 ans avant notre ère, abrite un cercle mégalithique aligné sur le solstice d'été. Des échantillons de charbon de bois enfouis sous ces pierres, analysés par datation au radiocarbone, confirment une construction entre 600 et 6400 avant notre ère.
L'orientation précise du cercle par rapport au soleil levant et à la Voie lactée suggère un niveau de conscience astronomique antérieur de plusieurs millénaires à la construction des pyramides. Les archéologues ont passé au crible les sédiments, mettant au jour des foyers et des sépultures de bétail agencés selon des schémas précis, témoins d'une société organisée autour des astres bien avant les premiers rois du Nil. Bien plus au nord, les tombeaux les plus anciens de Saqqara témoignent d'une ingénierie qui dépasse l'entendement. Le tombeau de Mastabo I, construit vers 3100 avant notre ère, s'étend sur 40 mètres de long. Ses murs, alignés à quelques centimètres près sur le nord géographique, sont construits à partir de dizaines de milliers de briques de terre crues, posées avec une précision d'architecte. Les plafonds étoilés et les profondes chambres funéraires témoignent d'une évolution soudaine de l'organisation sociale. Des échantillons de radioarbon prélevés sur le remblai du tombeau datent de sa construction de l'aube de la première dynastie. Pourtant, aucune progression graduelle des techniques n'apparaît dans les couches archéologiques sous-jacentes. À Gizeh, le sphinx regarde vers l'est, son corps marqué de profondes fissures. Des géologues comme Robert Schoch affirment que les motifs d'altération sur ses flancs calcaires n'ont pu se former que sous de fortes pluies, un climat observé pour la dernière fois entre 7.0 et 5.0 avant notre ère. Cette affirmation controversée, étayée par l'analyse de l'érosion mais contestée par les égyptologues traditionnels, laisse entrevoir une phase encore plus ancienne d'activité monumentale. Pris ensemble, ces sites remettent en question l'idée que la civilisation égyptienne serait apparue pleinement constituée avec les premiers pharaons. Les témoignages tirés de la pierre, du sol et des étoiles révèlent un héritage de connaissances et d'organisation antérieure à l'écriture, une mémoire silencieuse inscrite dans la terre elle-même. Dans les cryptes de Dendera, des inscriptions conçoivent le temps comme une roue et non comme une ligne droite. Les textes décrivent 9 grands cycles, des ères de création et d'effondrement, s'achevant chacune dans le chaos, puis suivies d'un renouveau. Les Shamsu, ou disciples d'Horus, apparaissent comme des artisans de la restauration, reconstruisant après le déluge qui engloutit le monde des dieux. Ces récits ne sont pas de simples mythes lointains. Ils sont inscrits comme une mémoire codée, un témoignage de destruction et de renaissance qui a façonné l'identité égyptienne à travers les siècles. La docteure Maya Patel, mythologue comparatiste, évoque la doctrine des cycles inscrite sur les murs des temples. Elle explique comment les Égyptiens se considéraient comme vivant dans le 6e âge, héritiers de 5 mondes disparus. Selon elle, les Égyptiens se voyaient non pas comme les premiers, mais comme les derniers. Leur civilisation était le maillon ultime d'une chaîne remontant aux ténèbres. Les textes de Dendera décrivent chaque âge comme distinct, tout en étant liés par un même schéma. L'ordre naît du désordre. Le savoir est sauvé des ruines de la catastrophe. La croyance au cycle est plus qu'une histoire. C'est un avertissement. Les Égyptiens accomplissaient des rituels pour préserver Mahat, l'équilibre cosmique, craignant que la négligence n'accélère la fin de leur ère. Le livre de la vache céleste, découvert dans les tombeaux royaux, relate une époque où l'humanité fut presque anéantie, sauvée uniquement par l'intervention des dieux. Dans cette perspective, l'histoire est fragile, toujours au bord du précipice. Le 6e âge est le nôtre. La question qui demeure gravée dans les colonnes de pierre est de savoir si ce cycle lui aussi prendra fin, et qui, le cas échéant, s'en souviendra. Aujourd'hui encore, des pierres antiques murmurent que la civilisation est plus ancienne et plus fragile que ne le laissent entendre nos manuels scolaires. Tandis que de nouvelles découvertes remettent en question les chronologies établies, notre époque n'est qu'un chapitre d'un cycle d'ascension et de déclin. Les Égyptiens nous ont avertis qu'oublier les mondes passés signerait leur propre destin. Ce que nous choisissons de retenir aujourd'hui déterminera peut-être la durée de notre propre existence. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous.